Bien, bon appétit à vous qui êtes en train de nous regarder et en même temps de déjeuner. Et je voudrais dire quelque chose. Tous les jours, dans la rue, un peu partout, je rencontre beaucoup de gens qui nous disent que je regarde le ZCL, j'aime bien, j'aime ça, j'aime pas ça, etc. Alors, je vous promets, on fera une émission spéciale pour les téléspectateurs qui regardent et avec le téléphone affiché, vous donnerez votre avis, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire de mieux, etc. Ce sera une invitation, on aura le temps. Aujourd'hui, ce sera très culturel, puisqu'on va commencer par une écrivaine, une autrice, comme on dit maintenant, Manette Olido-Jotam. Bonjour. Normalement, elle devait être aux États-Unis, mais elle a préféré être avec nous. Donc, on va savoir tout à l'heure pourquoi. Après, on va recevoir Jacques Sillery. Jacques Sillery, c'est un photographe, on peut considérer comme un archiviste guadeloupéen, puisque c'est l'un des rares photographes de cette période-là, encore vivant, et tant mieux, et qui a vu plein de choses, plein de photos de notre époque et de l'époque passée. On fait un petit point avec lui. Jocelyn Akwaba Matignon, c'est un peintre un artiste peintre qui va exposer dans les jours qui viennent. Je crois que l'ouverture, l'exposition sera inaugurée ce soir ou demain, il nous dira ça. Marie-Zimi Mirin, elle est psycho-relaxologue, thérapeute, formatrice en gestion de stress, mais aussi autrice, puisqu'elle a sorti un ouvrage sur nos ancêtres, comme elle dit, une lettre ouverte à nos ancêtres. Et puis, on va finir avec Martine Fazer, qui est notre spécialiste culture du mercredi, la culture selon Martine. Voilà le programme de nos invités, vous voyez, très culturel, je vous l'ai dit. Dans l'actualité, mobilisation des employés constructeurs, Michel Depapé a laissé sur place. On va faire le point. Post-Fiona, point avec le département. Olivier Félix était hier au conseil départemental, il y avait une plénière. On entendra bien évidemment le président. Ensuite, la séance de ciné pour les scolaires dans le cadre du festival Nouveau Regard, festival du film qui débute officiellement ce soir. Et Njoana sera là. Alors, donc, voilà un petit peu pour le programme. Oui, j'ai pas menti, Njoana. Bon, voilà un petit peu pour le programme. Je voulais quand même faire un tout petit focus sur un ami qui vient de disparaître, Jacques Offran. Jacques Offran, qui a été pendant longtemps directeur et animateur de Radio Gaïa, que nous avons connu. Il a été formé au journalisme à Cuba. Il a travaillé dans la mairie de Morne-à-l'Eau pendant plusieurs années. Il était chargé de communication et c'était aussi un ami personnel. Il sera inhumé, je crois, vendredi. Et son corps sera présenté à la famille à Sainte-Rose, si je me trompe, dès demain. Qu'il repose en paix. Jacques, c'était un bon ami. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, on commence avec une autrice très connue, puisqu'elle a eu l'occasion de venir présenter ses ouvrages ici. Et je disais qu'elle devait être aux États-Unis, mais elle n'a pas raté l'avion, mais elle a préféré venir avec nous. Alors, bonjour. Bonjour, j'ai préféré la Guadeloupe, c'est vrai. Oui. Non, c'est-à-dire que j'avais déjà pris la décision d'accompagner mon mari en métropole, parce qu'il allait... Métropole, c'est où? En France. En France, ensuite en Suisse. Donc, il va dans un congrès, et ensuite, on va s'occuper un petit peu de la santé. Oui. Et chaque fois que je pars aux États-Unis, lui, il ne part pas. Ah, oui. Donc, il rate toujours les États-Unis. Oui, il rate toujours. Et donc là, j'ai dit, il faut que je lui donne la priorité cette fois-ci. Et ensuite, le voyage entre ici et l'Amérique, c'est pas encore tout à fait bien. C'est pas encore repris, c'est pas fluide. Oui. Je suis partie en 2021, j'ai galéré. Hein. Je suis arrivée à bon port, je suis retournée chez moi. Hein. Ah bon? Mais non, c'est-à-dire que le voyage, je l'ai fait, je l'ai entamé, je l'ai terminé. Ça s'est bien, ça s'est passé. Ah, quand même, oui. Mais c'était vraiment la galère. C'était compliqué. Quel est le problème? Alors, le problème, c'est qu'en 2021, il n'y avait aucun vol pour l'Amérique qui prenait le départ d'ici. Il fallait aller à Saint-Martin chercher l'avion. Donc, j'ai dû prendre un avion qui m'a déposé à Saint-Martin, partie française. Oui. Et ensuite, prendre le taxi qui m'a amené en partie hollandaise. Oui. Et c'est de là qu'on partait l'avion. Et pour le retour, c'était pareil aussi. D'accord. Et puis, les gens étaient vraiment très excités. Moi, j'ai dû payer 2 fois mon retour. Hein. 2 fois le retour? Eh bien oui, 2 fois le retour parce qu'il y avait un document à faire, comment dire ça? Il fallait passer commande justement d'un document à Sainte-Martine lorsqu'on débarquait chez lui, chez eux, quoi, à Sainte-Martine. Et à l'aller, j'étais accompagnée de ma fille, nous avons passé commande de ce document, nous l'avons eu à temps. Et au retour, nous avons passé cette même commande. Oui. Moi, j'ai eu mon document, pas ma fille.
Et donc, on nous a interdit de prendre l'avion. Et, ah oui, ah oui. Et donc, j'ai dû acheter... En partant des États-Unis, vous n'avez pas pu prendre l'avion, c'est ça? Pour rentrer ici. Pour rentrer ici? Non. Non, de Saint-Martin à la partie Puisque française? normalement, pour l'Amérique, j'allais à Sainte-Martine. Oui. Et de Sainte-Martine, je prenais un autre vol pour rentrer en Guadeloupe. Enfin, de Cancase, quoi. Oui. Oui. Et donc, c'était compliqué, très, très compliqué. Alors, Mme Alido, expliquez-nous un peu pourquoi vous étiez attendue aux États-Unis cette semaine. Oui, alors cette semaine, j'étais attendue aux États-Unis parce que j'ai été lauréate d'un prix qu'on appelle la Dreamcatchers Award. Donc, on dit en quelque sorte en français, ce sont les femmes qui sont capteurs de rêves, des personnes... je suis gênée de dire ça parce que moi, je ne suis pas un modèle. C'est la vérité. Je vais dire ça. Mais les personnes qui m'ont attribué le prix me voient comme une personne, une femme modèle, c'est-à-dire une femme qui s'active dans la société, qui fait des actions dans le monde, quoi. Et ça mérite d'être mis en évidence, ça mérite d'être dit, et voilà. Donc, nous avons été à peu près 6 femmes à être lauréates de ce prix. Ce sont 5 africaines et moi. Pourquoi? Parce que la personne qui organise ce prix, c'est une personne qui vraiment s'active énormément pour l'évolution de la femme dans toute société. C'est elle pour l'être Mpuma, c'est ça? Non, c'est Patricia Seke. Ah, d'accord. Oui. Et donc, j'ai fait sa connaissance en 2019. C'est l'année où j'ai été invitée à un congrès et je me suis rendue là-bas. Je ne savais pas ce qui m'attendait vraiment, mais je suis allée. J'aime bien l'aventure et ma fille m'accompagne toujours dans ces sortes de choses. Et donc, nous y sommes allés. Et là, on m'avait dit de venir avec tous mes ouvrages. Donc, j'ai apporté autant d'ouvrages que je pouvais parce que là, c'est pas évident pour faire voyager les paquets. Et donc, quand j'ai exposé mes ouvrages, j'ai bien vu que cette personne qui est restée debout devant mon étal et elle semblait émerveillée. Pourquoi? Pour elle, c'était pas possible qu'une femme ait produit autant d'ouvrages, quoi, en si peu de temps. Ça l'a émerveillée. Et pour elle, j'étais quelqu'un quand même qu'il fallait prendre en compte, il fallait considérer. Et tant et si bien qu'à la fin du congrès, elle m'a dit, c'est toi qui fais le discours de clôture. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvée rapidement à écrire un discours pour pouvoir clôturer le congrès. Et la cérémonie aura lieu? La cérémonie a eu lieu justement samedi 25. Samedi 25? Oui. Et ça a eu lieu où, à New York? Ça a eu lieu à Washington. À Washington. À Washington. Oui. Et donc, elle m'a envoyé la vidéo qui montrait effectivement, c'est une cérémonie vraiment empreinte de beaucoup comment dire ça, d'émotions, beaucoup d'émotions. Et moi, j'ai suivi ça de loin, quoi. Et donc, mon trophée a été reçu par elle, qui on est amené à se rencontrer dans pas longtemps, donc elle va me le remettre. Mais ça veut dire que tôt ou tard, vos ouvrages vont être traduits en anglais? Alors, voilà, cet ouvrage-là est traduit en anglais. Et il va sortir. Le poids de l'héritage. Il est traduit en anglais. Déjà. Et il sort... le 13 mai. Le 13 mai, c'est moi qui ai choisi cette date. Le poids de l'héritage, alors on a gardé le même titre? Non, enfin oui, mais traduit en anglais. Oui, d'accord. The Weight of the Legacy. D'accord. Mais il faudra aller le présenter aux États-Unis, alors, ce livre? Ben oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Et pas seulement aux États-Unis, parce que s'il est traduit en anglais, ça signifie que dans toute la Caraïbe... le monde entier. Oui. Parce que les Africains m'attendent depuis... Ce livre est sorti depuis 2019. 2019, je me souviens. Et donc, ils ont découvert ce livre-là, qui n'était pas encore vraiment sorti. J'avais simplement imprimé quelques chapitres. Oui. Et il y avait beaucoup d'Africains dans ce congrès. Des gens d'un peu partout, la Belgique, la France. C'est vraiment un congrès intéressant.
international. D'accord. Et donc, les Africains, quand ils ont découvert ce titre, ils sont restés à regarder. Et je leur dis, mais pourquoi vous restez là comme ça? Ils me disent, mais le titre me parle. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Oui. Et donc, beaucoup ont passé commande du livre qui n'était pas encore vraiment publié, qui allait être publié le mois d'après. D'accord. Oui. Et donc, mais, alors, le poids de l'héritage, mais je me souviens, il y a un livre sur l'ascension, j'essaie de me rappeler le titre. Sur l'ascension. Eh bien, c'est après, le dernier, au comble de l'ascension. Au comble de l'ascension, voilà. C'est le dernier, parce que le poids de l'héritage, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier? Oui, et celui enfin, qui est arrivé en plein Covid. C'est pas le dernier, puisqu'il y a souvent quelque chose dans les tuyaux. Ah bien oui, puisque là, je suis en train d'écrire un ouvrage que je dois finir. Alors, je me dis qu'il faut que je le finisse. Oui. Parce qu'après mon Covid, j'ai été fatiguée à un point inimaginable. Je suis rentrée chez moi, mais je ne pouvais rien faire. Et je suis restée quelques mois avant de pouvoir reprendre l'écriture. Ah oui, bien sûr. Là, c'est parti. Là. C'est reparti. Alors, au total, ça vous fait combien d'ouvrages déjà? Bien, c'est le 20e. 20e déjà? Oui. Alors, il faut que les gens savent que vous avez été professeur de lettres, oui. Que vous étiez à la retraite, et quand vous avez, à peine avez-vous, avant même de terminer votre carrière dans l'éducation, vous avez commencé à écrire. Oui, pendant que j'étais en activité, j'ai publié 2 ouvrages. Oui. Et là, je suis partie à la retraite pour écrire. Carrément. Oui, bien sûr, parce que, bon, c'est vrai, travailler avec les jeunes, c'est quelque chose qui m'a toujours émerveillée. Ça m'a toujours empli d'un bonheur. Je sais que vous allez souvent dans les lycées faire de l'animation. Tout à fait, même après la retraite, j'ai continué à aller rencontrer ces jeunes-là. Oui. Mais j'ai compris aussi que si jamais je ne me détachais pas un petit peu, je ne prenais pas un peu de recul, je n'aurais pas pu accomplir mon projet d'écrire. Oui, parce qu'il faut du temps pour écrire. Quand je suis avec les jeunes, je me donne à fond. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. Occasion de vous voir d'ailleurs, et c'est vrai. Alors, quelles sont, je les connais, mais enfin, je pose la question pour les téléspectateurs, quelles sont vos sources d'inspiration dans vos écrits? Mais les jeunes. Les jeunes, la jeunesse. Et toute ma réflexion tourne autour des jeunes, justement. Oui. La jeunesse, leurs problématiques, ça m'a toujours interpellée depuis que j'étais en activité, depuis que je travaillais. Je ne faisais pas que faire passer les connaissances, mais je discutais beaucoup avec mes élèves. Oui. On parlait de leur situation. Je connaissais leur vie, je connaissais leur passé. Et ça, je le dis toujours, si on ne connaît pas un élève, on ne connaît pas le passé d'un élève, on ne peut pas le prendre en charge de façon globale. Oui. Et c'est ça. Prendre en charge un élève, c'est le prendre de façon globale en charge. Comprendre un petit peu. Comprendre un peu sa personnalité. D'où il vient. D'où il vient. Ça, c'est indispensable. Et ses aspirations aussi. Exactement, parce que des fois, ils ont des attitudes qu'on ne peut pas toujours comprendre. Oui. Mais si on sait qu'il a souffert de telle chose, qu'il a eu tel problème, là, on peut comprendre et essayer de l'aider. Oui. Et aborder aussi son problème différemment, parce que des fois, ça les amène à être très violents. Tout à fait. Et donc, si on ne sait pas justement ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, eh bien, cette violence-là qu'ils expriment, mais nous répondons aussi par la violence. Eh bien, ça donne ce que nous avons maintenant. Oui, mais parce que c'est vrai que on se rend compte très vite que depuis, on va dire, une trentaine d'années, des jeunes que vous avez connus ou que j'ai connus ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. Que ceux d'aujourd'hui. C'est complètement différent. Et ça, beaucoup d'adultes ont du mal à le percevoir, même dans la famille. Tout à fait. Dans la famille. Tout à fait. Dans la famille, c'est ce qu'on appelle un gap, enfin, c'est-à-dire un fossé de génération. Oui. Mais quelquefois même, ça va jusqu'à la fracture de génération. Voilà. C'est terrible, hein? Oui, et ça aussi, c'est très important parce que quand on voit un peu le fonctionnement d'un jeune d'aujourd'hui et on rétropédale pour penser comment on a fonctionné il y a 30 ans, 40 ans, ça n'a strictement rien à voir. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a changé ça, à votre avis? Vous pensez que ce sont les nouvelles technologies seulement, ou c'est l'atmosphère, c'est la mondialisation? C'est tout un ensemble. Et moi, je dis que tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut se respecter, et tout, la base, c'est ça, hein, c'est le respect. Hein. Et l'adulte doit comprendre qu'il doit du respect aux plus jeunes. Hein. Tout à fait. Et celui qui est placé, mais très haut, doit du respect aux plus petits, aux plus faibles. Et donc, on doit se respecter mutuellement. Et quand on aura compris ça, on saura se regarder avec amour et
tout va reprendre sa place. Quand on saura, quand on comprendra que la clé, justement, c'est l'amour. Savoir donner et savoir recevoir cet amour. Mais le monde ira mieux. Mais ça signifie qu'il faut aussi s'adresser aux parents. Ah oui, bien sûr. Adultes, enfin, je veux dire aux Mais adultes. il faut s'adresser aux parents parce que beaucoup de parents n'ont pas compris que le problème vient d'eux. Mais c'est vrai, le problème vient d'eux. Parce que nous avons, en tant que parents, nous avons un pouvoir que nous utilisons mal. Ou bien nous ne sommes pas conscients du pouvoir que nous avons sur la société. Et quand certains adultes vont comprendre cela, mais je pense que tout va se débloquer aussi, tout ira mieux. Parce que beaucoup de personnes se plaignent. « Ah, mon Dieu, on fait du mal à mon enfant, on n'aime pas mon enfant, et ceci, cela, patati patata. » Mais il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce que j'ai fait à la maison qui n'était pas bien? Quel est le problème? D'où vient le problème? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Et voilà, commençons par nous poser ces questions-là. Puis après, au fur et à mesure, nous allons trouver la réponse. Alors, il y a 2 ou 3 jours ici, il y avait un débat sur ce qu'on appelle les femmes potomitans. Oui. Bon, alors, aujourd'hui, les femmes qui ont entre 30 et 40 ans disent qu'il faut déconstruire ce modèle de femmes potomitans parce que ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que on a grandi, moi j'ai grandi, j'ai toujours connu ce concept-là. De la femme potomitan. Parce que la femme, pourquoi on dit qu'elle est potomitan? Parce elle œuvre à tout. Oui, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle va attacher la canne, elle va couper la canne, elle fait tout. Ouais. Et même les femmes qui n'ont pas eu de mari à la maison, elles ont élevé leurs enfants toutes seules. Oui. Mais ce sont des femmes qu'il faut respecter. Et pourquoi ne pas considérer que ce sont des femmes potomitans? Alors, parce que les jeunes femmes disent que c'est un concept qui est dépassé, qu'aujourd'hui, l'homme et la femme doivent être à peu près sur le même... Oui, je ne dis pas le contraire. L'homme et la femme doivent être sur le même plan, mais encore faut-il que l'éducation de l'homme, justement, fasse qu'il comprenne qu'il a sa place dans la maison comme la femme. Oui. C'est-à-dire il doit s'occuper aussi, vaquer aux besoins de la maison, des enfants, etc., au même titre que la femme. Ce qui ne se fait pas souvent. Ce qui ne se fait pas souvent. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. Oui. Puisque si à la maison, lui n'a pas appris que, tu es un garçon, mais tu peux faire la vaisselle. Oui. Tu dois faire la vaisselle. Tu dois nettoyer la maison, comme ta sœur, qui est une fille. C'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle est tenue, justement, de tenir la maison, de s'occuper du petit frère, etc. Toi aussi, tu dois faire. Mais là, il va grandir, il va se marier, il va se mettre en famille, il comprendra qu'il faut qu'il ait de la femme au même niveau. Mais les femmes, justement, qui sont seules et qui élèvent leurs enfants seules, qui travaillent à l'extérieur, mais on peut considérer que ce sont des maîtresses femmes. Mais oui. Alors, il ne faut plus les glorier, comme on dit. Mais oui, continuons à les glorier, justement. Bon. Alors, je reviens avec vous sur le Dreamcatchers Award. Vous deviez intervenir au dîner de gala, c'est ce qui était prévu? Oui, je devais intervenir au dîner de gala. Alors, qu'est-ce que vous auriez dit si vous étiez là, ce soir-là? Eh bien, je pense que j'ai fait mon petit discours que j'ai enregistré et je l'ai envoyé ici. Mais ce que j'ai dit, effectivement, c'est que vraiment, ce prix-là m'est tombé sur les épaules comme ça. Je ne m'attendais pas. Puisque c'est vrai qu'en 2019, je savais, j'ai compris que j'étais pressentie. Mais ça n'a pas pu se faire en 2020, puisque c'est chaque année. C'est en relation avec... l'année internationale de la femme. Oui. Et donc, en 2020, c'était le Covid. Personne n'a pu bouger. Il n'y a pas eu de congrès, quoi que ce soit. Donc, ça ne s'est pas fait. Et 2021, je suis partie là-bas. Effectivement, j'étais invitée. Mais le thème principal, c'était les afrodescendants de l'Amérique qui s'apprêtaient à partir en Afrique pour pouvoir prêter mes fortes pour éveiller l'Afrique. Oui. Parce que c'était des gens qui étaient des gens très instruits, des gens qui possédaient aussi, financièrement parlant, et qui allaient pour apporter aussi leur force, leur sang, pour pouvoir permettre à l'Afrique de démarrer. Oui. Et donc, à l'issue de ce congrès-là, justement, il a été décidé...
évidemment avec mon accord, que je partirai en Afrique pour pouvoir, et développer des bibliothèques. Alors, quand on dit partir en Afrique... je n'allais pas m'installer. Il faut bien préciser parce que l'Afrique, c'est vaste, c'est plus grand que l'Europe. Alors, développer des bibliothèques au Cameroun et au Congo. Oui. C'était ça le projet. Et donc, de façon à ce que mes livres soient présents dans ces bibliothèques-là, parce qu'ils sont convaincus que j'ai un travail à faire pour les petits Africains, le même travail que j'ai fait pour les petits Guadeloupéens. Voilà. Oui. Et quand ils ont vu mes ouvrages, ils ont compris effectivement le message que je faisais passer pour les jeunes. Et il fallait justement utiliser ça. Oui. Cependant, je n'ai pas pu partir parce qu'au moment où je me préparais à partir, ça a été la variante Omicron qui explosait et donc je n'ai pas pris l'avion. Et bon, ça se fera certainement, mais là, on attend encore. D'accord. Ça fait beaucoup de voyages ratés quand même. Oui. Mais quand même, il faut pas se plaindre. Non, il ne faut pas se plaindre. Et il faut avoir la foi et avoir la patience d'attendre. Le bon moment, ça arrive et au moment où on ne s'attend pas. Oui. Voilà. Oui. Bien. Ben, écoutez, je suis content de vous avoir reçu. Savoir qu'une Guadeloupéenne était prévue dans ce Dreamcatchers Award aux États-Unis, à Washington, et qu'on reconnaît déjà à l'international. Alors souvent on dit on n'est pas connu dans son pays, on l'est connu à l'extérieur. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ben, c'est pas le cas. Pas le cas, puisque votre travail d'écrivain, d'autrice, quand même, est déjà connu. Vous avez vu à la Wawa, qu'on vous a vu un peu partout. Oui, c'est vrai. Votre ouvrage, Le poids de l'héritage, va être traduit en anglais. C'est traduit, c'est déjà traduit, il n'est pas encore disponible. Il va être publié là, au mois de mai. Il va être publié au mois de mai. Donc pour nous ici, nous allons pouvoir le voir sur Amazon pour pouvoir l'acheter. Oui. Enfin, sur tous les sites de vente en ligne. En ligne, oui. Ça c'est quelque chose d'important quand même. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs guadeloupéens qui sont traduits en anglais. Je sais pour Marie Condé, je ne sais même pas si Pépin est traduit en espagnol, mais je ne sais pas s'il est traduit en anglais. Oui, je sais qu'il est traduit. Espagnol, comme Simone Schwarzbart, oui, je crois aussi. Oui. Gisèle Pinault, je ne sais pas. Donc ça veut dire que vous êtes entré dans le panthéon des grands écrivains, mais oui, guadeloupéens, qui ont une vision internationale. Je ne vois même pas ça comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler pour les jeunes d'ici. Oui. Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai été vraiment la première étonnée de voir comme mes écrits éveillaient de l'émotion chez d'autres personnes extérieures au pays. Oui. Ouais. Oui. Et donc, c'est vrai... oui. On ne sait même pas si un jour... Mais il faut assumer, hein, il faut toujours assumer. Quel que soit je dis ça aujourd'hui, mais on ne sait pas si demain il y aura un prix Nobel qui va tomber. Oh là là, non, n'allons pas trop vite. Hein. N'allons pas trop vite. Ce sont des choses qui sont possibles. Hein. On verra. Bon, ok. Petit à petit. Step by step, on dit. Bon, on prend rendez-vous pour le prochain ouvrage. Je voulais ajouter quelque chose. Dimanche, c'était l'assemblée générale de mon association qu'on appelle l'AMOPA. La MOPA. Et nous avons été reçus ici, justement, la présidente, la chargée de... pas de communication. Bon, bref. Et puis moi. Oui. Et donc, pour présenter cette association, c'est l'association des membres de l'Ordre des palmes académiques. Oui. Et en 2021, j'ai été nommée justement par le ministre de l'Éducation nationale, chevalier de l'Ordre des palmes académiques. Oui. Mais justement, dimanche, la présidente, l'actuelle présidente a été reconduite à son poste parce que c'est un travail qu'elle fait très bien. Elle est reconnue sur le plan national, hein, comme quoi le travail que nous faisons au sein de la MOPA, c'est quelque chose de très apprécié par la MOPA nationale. Et qui dit que nous le faisons bien. Bon. Voilà. Et donc, voilà. Et moi, j'ai été élue secrétaire de cette association. Donc, une reconnaissance de plus, une étoile de plus à votre palmarès qui est déjà... Alors, donc, la présidente, c'est Mme Théodore. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mme Gina Théodore Feltes. Vous la connaissez? Je la connais, mais bien sûr. Elle était enseignante aussi. Voilà, elle était inspectrice. Inspectrice, même je la connais, Mme Gina Théodore. Voilà. Et donc, c'est vraiment un bonheur. C'est un grand bonheur que nous avons vécu dimanche, effectivement. Comme quoi le travail paie.
Quand on dit en créole, monette, pas la guerre. Ni bois derrière. Merci beaucoup. Voilà, il est merci. pratiquement 13 heures. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité. Jacques Siviri sera avec nous dans un instant. C'est un photographe. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL avec deux artistes. Un artiste photographe. Bonjour, Jacques Siviri. Bonjour, monsieur Zandonis. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et un autre artiste peintre, monsieur Akwaba Matignon. Bonjour. Bonjour à tous. Je dis que c'est un artiste amérindien. On saura tout à l'heure pourquoi. Il fait une exposition. Elle commence quand cette exposition? Demain soir. Demain soir. 18h à l'Arawak. À l'Arawak, comme d'habitude. Et il avait fait une l'année dernière, je me souviens, il y avait des choses magnifiques. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation des employés. Le constructeur, Michel Lepape, était sur place. On regarde. Alors, je de la force savent que constructeur, nous sommes sous-traitants à Orange et nous constructeur implanté ici depuis 10 ans. Donc, je de là, nous là, double devant Orange. C'est pour que ça fait réagir parce que nous avons à 7e négociation nous, et nous pas arrivé à rien. Et ça que nous avons revendiqué, c'est la convention collective à la BTP. Alors, la convention collective là, c'est des points de droit, d'accord? Tout ce qui s'agit de primes d'ancienneté, primes de salissure, primes de profondeur, indemnité de transport, panier repas et consorts. Là, c'est ça qui est une grosse difficulté à nous, puisque nous ne pouvons pas arriver à acter un accord de fin de conflit avec la direction. C'est-à-dire que nous avons fait un accord avec nous, c'est-à-dire que nous avons voulu un relevé avec nous, mais relevé là, nous ne pouvons pas arriver à comprendre exactement ce qu'il y a acté, ce qu'il n'y a pas acté. Aujourd'hui, là, nous avons mis ce conflit là, surtout, c'est ça qui est important, tant qu'il n'y a pas bon, on date pour dire nous qu'on que nous avons une table de négociation et pour nous signer et acter le conflit là dans le bon ordre. Nous ne pas laguer et comme on voit les camarades qui derrière en moins, nous ne pas lâcher. Voilà. Voilà, conflit à suivre. Alors, on va parler un petit peu de peinture, de photographie. D'abord avec M. Akwaba, nouvelle exposition qui ouvre demain à la Wawak. Alors, moi, j'ai envie. Alors, première chose, quand même, je suis obligé de le dire quand même. Dans votre nom, vous rassemblez deux entités totalement différentes. Akwaba, c'est un nom d'origine africaine. Oui, tout à et fait. Matignon, c'est un nom d'origine européenne, etc. Oui. Bien, alors, et dans votre peinture, vous faites de l'amérindien. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Akwaba, c'est le nom de mon père, ça veut dire, c'est d'origine Akan, ça veut dire bienvenue en langue Akan, les Ashantis, c'est-à-dire le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et puis Matignon, c'est du côté de ma mère, c'est Noula Matignon du Moule, mais les deux sont de Guadeloupe. Oui, tout à fait, on sait. Donc c'est déjà un mélange. Mais de toute façon, nous sommes tous mélangés, puisque ça, c'est clair. On est d'un père et d'une mère. Oui. Donc déjà, nous sommes le premier mélange. Oui. Mais l'ensemble de mon travail a toujours été comme ça. Le mélange, le partage, aller vers l'autre. Oui. Et c'est en fait le thème de cette exposition actuelle qui s'appelle Les Voix du silence. Oui. Donc j'aurais peut-être pas grand-chose à dire puisque c'est les voix du silence. C'est la voix du silence, il faut simplement regarder. Mais surtout, c'est un rapprochement entre l'art et l'archéologie. Oui. Voilà. Quelle archéologie? L'archéologie spécialisée c'est avec Sébastien Peromino, qui est consul du Guatemala et archéologue spécialisé sur la Mésoamérique, c'est-à-dire plus spécialement le monde maya. Oui, un petit peu avant l'arrivée de Christophe Colomb. Alors, mais je reviens un petit peu sur votre précédente exposition quand même. J'avais vu les tableaux, on sentait vraiment, j'ai envie de dire, l'imprégnation amérindienne dans votre travail. Oui, parce que c'est le symbole de mon logo, qui est un petit triangle et qui veut dire Europe, Afrique, Amérique. Parce qu'en fait, nous sommes très multiples ici. Tout à fait. Nous sommes un petit peu européens, un peu africains et puis un peu amérindiens. Oui. Et en fait, au début de ma quête artistique, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que je raconte notre histoire tourmentée? Qu'est-ce que je dis? Et en fait, mon périple m'a amené à revenir sur l'essence du monde amérindien, c'est-à-dire de la spiritualité amérindienne, qui est en fait une quête intérieure et non pas une quête extérieure. Oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert que dans le monde amérindien, ce qui compte, c'est l'intérieur des gens. C'est-à-dire que pendant longtemps, un esclave pouvait s'enfuir de son habitation, arriver dans une tribu amérindienne, et il devenait amérindien à partir du moment où il adoptait la culture. Peu importer sa couleur de peau. D'ailleurs, dans les années 1820 aux États-Unis, il y a un avocat qui s'appelle Kathleen
et qui lui achète une carriole, de la peinture, et il s'en va dans l'Ouest américain, 1820. Donc il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et partout, il va être bien reçu par les Amérindiens. Et surtout, ce qu'il va dire, c'est que dans ses écrits, quand il arrive chez les Indiens mandants, c'est-à-dire au centre des États-Unis, il va s'apercevoir que chez les Indiens mandants, il y a à peu près la moitié qui sont avec des cheveux noirs et lisses, et les autres, c'est des blonds aux yeux bleus. Alors, il ne va pas expliquer pourquoi, mais il va constater que peu importe l'extérieur des gens, ce qui va compter, c'est l'intérieur. Ça n'est pas la loi du sang, ça n'est pas la loi du sol, c'est la loi de la culture. Et je pense qu'en Guadeloupe, c'est un peu ça. Nous sommes en fait disparates extérieurement, mais peut-être que la plus grande difficulté, c'est de nous unir intérieurement. Alors c'est ça le sens du chemin amérindien. Alors quand je dis ça pour l'amérindien, parce qu'il y a des traces quand même de la présence amérindienne en Guadeloupe. Oui, j'imagine que vous êtes allé à Trois-Rivières voir ceux qui s'y trouvent, que vous avez vu un petit peu ces roches gravées, leur langage, leur représentation aussi. Ça vous a beaucoup inspiré? Oui, ça fait partie de ma quête, mais ce qui m'a surtout inspiré, c'est que lorsque je suis allé la première fois en 2010 au Guatemala, parce qu'en fait là, contrairement à nous, ici en Guadeloupe, l'ensemble des Amérindiens ont quasiment disparu. Ah oui, on les a éliminés. Les dernières terres, elles sont tout en haut, sur Pointe de la Vigie. D'ailleurs, ce sont les seules terres non cadastrées. Elles ne sont toujours pas cadastrées. Tout à fait. Puis les derniers se sont soit suicidés, ou alors ils sont partis à la Dominique. Mais donc, moi, j'ai qu'il y a une association amérindienne de Dominique en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et en fait, moi, j'ai été rattaché en fait à la culture maya. Parce qu'en fait, à l'époque de la splendeur de la civilisation maya, les îles de la Caraïbe, c'était les îles du soleil levant. Voilà, donc on faisait partie d'un grand tout qui était relié par la mer des Caraïbes. Et en fait, c'est en étudiant le monde maya que j'ai mieux compris qui était ici en Guadeloupe. Parce qu'en fait, quand on dit Amérindiens, c'est pas seulement ceux qui sont dans les îles. Il y a eu des Amérindiens dans toute l'Amérique. De toute façon, ça va de Canada jusqu'à la Terre de Feu. Oui, c'est immense. C'est un immense territoire. C'est une culture très importante aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais au Suriname, au Guyana, il y a encore des Amérindiens qui parlent amérindien, qui ont le langage, la parole. J'ai eu la chance de rencontrer une fois et qui me dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, en Guadeloupe, par exemple, puisqu'il était venu ici, on n'essayait pas de décrypter ce qui était... C'est difficile, parce qu'à partir du moment où les choses ont été un peu, entre guillemets, tuées, c'est difficile de revenir. Alors, revenons un petit peu à cette expression, la voix du silence. Alors, pourquoi la voix du silence? Parce que je pense que l'essentiel, c'est dans le silence qu'on va le trouver. Ça n'est pas dans l'agitation extérieure, c'est à l'intérieur de soi. C'est une pensée amérindienne. Donc, ce qu'on a voulu, c'est rapprocher l'art et l'archéologie. Donc, nous sommes allés pendant plusieurs mois au Guatemala avec l'archéologue. Nous avons visité des sites mayas. Et suite à ça, nous avons choisi 20 artefacts mayas, c'est-à-dire des sculptures, des sites. Et moi, j'ai travaillé sur 20 œuvres. J'ai fait 20 œuvres par rapport à ces artefacts mayas. Mais c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est indicible. Voilà. Donc en fait, il s'est passé quelque chose comme une relation. C'est un peu comme expliquer une relation amoureuse, c'est pas évident. On peut pas dire pourquoi je suis amoureux. On va le ressentir, mais c'est difficile de l'expliquer. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on dit c'est les voix du silence. Et je pense que cette exposition, il faut l'aborder un peu comme ça, en faisant silence. Parce que c'est un peu comme si je vide ma tasse, là je peux effectivement la remplir. Mais si ma tasse elle est remplie, je suis dans l'agitation, je ne pourrais pas y mettre grand-chose. Alors on sent quand même l'influence, quand on regarde ce tableau, on sent l'influence, comme vous dites, maya, amérindienne, dans les couleurs, dans les formes aussi. Ça, c'est inévitable. Alors, une exposition de ce type-là, il faudrait la présenter là-bas aussi, alors, c'est une exposition itinérante. Donc, jusqu'au 22 avril, elle sera présentée à l'Arawak. Donc, on part de Guadeloupe, en fait. Alors, c'est pas un hasard que tu l'as présentée à l'Arawak non plus. Non, parce que si vous regardez bien, le mot Arawak et Aquaba, il n'y a, que la lettre R qui change. On a l'impression que c'est... Bon, oui, parce que dans Arawak, on va retrouver Aquaba. On change le R par le B. Ça fait... Bon, voilà. C'est comme ça. Donc, jusqu'au 22 avril, au mois de mai-juin, ça sera présenté à Saint-Pierre
Saint-Pierre, en Martinique. Oui. Alors pourquoi Saint-Pierre? Parce que Saint-Pierre est jumelé actuellement avec la ville d'Antigua au Guatemala, qui aussi, dans son histoire, a eu un volcan qui a détruit la ville. Et ensuite, cette exposition ira au Guatemala et sera présentée à Antigua de Guatemala. Donc c'est un périple en 3 points. Ouais. Bon, welcome, comme on dit, bienvenue. Je me tourne vers Jacques Sillery. Alors, Jacques Sillery, il est photographe. Je cite comme ça des expositions qui ont été faites. Première exposition en 1975, c'était à Minnesota, sur la faune et la flore. Ensuite, il y a eu l'exposition Crédit Agricole au Centre des Arts. Il a été lauréat du concours du groupement des photographes professionnels de la Guadeloupe, stagiaire à l'école normale de Saint-Cloud et major de la production de la section audiovisuelle. Portraitiste de France, il a été diplômé portraitiste de France 2 fois d'ailleurs, en 1995 et en 2002. Et en 2008, il a eu le certificat d'honneur du 3e Festival européen, l'été portrait à Bourbon-Lancy, et puis médaillé récemment à la mairie de Pointe-à-Pitre. Alors Jacques Sillery, merci d'être avec nous. Je disais que vous êtes une archive de la Guadeloupe. Vous êtes une archive de la Guadeloupe. Oh, on peut considérer ça comme... Mais oui, mais c'est vrai, parce que vous avez commencé la photographie à 16 ans et vous n'avez plus 20 ans. Donc, ça veut dire que vous avez des années de photographie. Alors, je vais poser une question à laquelle vous pouvez répondre sans même me montrer de photos. Comment le paysage de la Guadeloupe a évolué à vos yeux? Comment le paysage de la Guadeloupe a évolué à vos yeux? Vous êtes Pointe-Trois, par exemple. Le Pointe-à-Pitre des années 60 et le Pointe-à-Pitre d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, monsieur a parlé de l'époque des Ararois, ainsi de suite. Oui. Bon, moi, je peux faire aussi une comparaison en disant qu'à l'époque de mon enfance, disons Pointe-à-Pitre, que je connais bien puisque j'y suis né, et ne ressemble pas du tout à Pointe-à-Pitre de cette époque-là. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup, mais toute la ville. Déjà, il y a une chose qui est simple, la place de la Victoire, pour ne prendre que cet endroit-là. La place de la Victoire, à l'époque, le dimanche, toute la... Comment je vais vous dire ça? Toute la bourgeoisie se retrouvait là. Il y avait un mélange de blanc et de noir, il n'y avait pas de comparaison. D'accord. Je me souviens qu'à l'époque, on faisait les 40 tours de la place de la Victoire à bicyclette, des courses de vélo. Ah bon? Ah oui. Et ensuite, il y a eu, nous, enfants, nous nous entraînions sous la place de la Guadeloupe, la place de la Victoire. Il y avait un terrain de basket, il y avait un terrain de football. C'est vrai. Et c'est où beaucoup de grands footballeurs, à Chi, ont appris à jouer au football. Mais depuis, moi je dis que la vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la vie d'hier. Ensuite, il n'y avait pas autant de délinquance. Ma mère laissait sa porte ouverte et disant à la voisine, jette un petit coup d'œil si Jacques moi. Et sa porte était ouverte, personne n'entrerait. Aujourd'hui, mais on ferme tout à clé. Et ça n'est plus comme c'était quand j'étais enfant. D'accord. Mais enfin, comme veux-tu, c'est l'évolution. Hein. Les choses vont très vite. Et à l'époque, quand quelqu'un mourait, c'était une veillée triste où les gens étaient en pleurs. Maintenant, on entend quelqu'un à la musique avec le gros cas, une espèce d'évolution. Qui a sa valeur, mais enfin, c'est comme ça. Vous vous souvenez du marché de Pointe-à-Pitre, votre jeunesse? Le marché? Oui. Ah oui, mais bien. Mais c'est dommage qu'on m'ait cambriolé parce que j'avais photographié. Le marché, c'était là où on vendait tout. Et il y avait même une boucherie juste à l'entrée du marché et où les gens allaient acheter les tripes, enfin, tout ce qui a trait aux abats des bœufs, quoi. Mais ça n'existe plus. Il n'y a que des vendeurs de fioles. Des fioles, tout est embouteillé maintenant. À notre époque, c'était pas ça du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a mis dans la photo? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu photographe? Comment je vais vous dire ça? Je viens de citer 2 personnes, 2 amis. C'est Daniel Bourguignon et Éric Miro. Et nous habitions dans le même quartier à l'assainissement. Eux, c'était déjà des gars qui étaient avancés dans l'éducation.
je crois qu'ils étaient déjà bacheliers, tout comme ça. Et moi, j'étais tout jeune à côté. Et nous avions un troisième ami, qui est ce qu'on appelait Jojo Mirope. Et il avait mis à notre disposition l'arrière-plan de la boutique de ses parents. Et on avait monté là un petit laboratoire où nous faisions nos développements noir et blanc et consorts. Et c'est où j'ai eu l'initiation de ces trois amis-là. Et ça m'a permis d'aimer la photographie. Maintenant, ça a tellement évolué que je pourrais te montrer des choses. Oui, on veut bien voir quand même. Ah ben, écoute, Oui. voilà, ce sont des photos réelles, un peu comme monsieur, Oui. que j'ai... D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, parce que Ben, bon, je c'est- vois des flux de lumière. Chacun interprète à sa manière. Ah bon, Tu vois, mais comme on te dit, ce sont des images Oui. issues d'objets réels ah bon? que j'ai transformés et ça pour faire ce type de tableau-là. Moi, je laisse à chacun le soin d'analyser comme il veut. Oui. Et bon, ben, il y a celle-ci. Bon, ça, c'est la nouvelle photographie. Hein. Oui, oui, j'ai bien on va compris. envoyer tout à l'heure. Du numérique. Là. Et il y a ça, Ça aussi, c'est à partir d'un objet réel? là, mais c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. J'ai envoyé une pierre dans l'eau et qui a fait toutes ces choses-là que j'ai mis en couleur. D'accord. Ouais. Mais c'est de l'art, ça. Hein. Mais Monsieur oui, Aquaba, c'est de l'art, ça. Hein. Bien sûr. Oui. ouais, mais enfin, comme tu... Ici, c'est pas que je sois prétentieux, mais les gens n'aiment pas les choses artistiques. Ils auraient montré une femme en slip, Oui. ça les plairait beaucoup plus que de montrer Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est que de clair. montrer ça. Oui. Tu vois? Oui. Bon, voilà encore une autre image que j'ai transformée à ma manière. Et c'est une femme hein, qui est là. Ah, c'est une femme qui est là. Oui, D'accord. mais pour prouver, voilà sa main. D'accord. Mais c'est des photos transformées Oui. que j'ai mis à ma manière. Et je suis un peu prétentieux quand même là-dessus. Hein. Je me dis que je ne veux pas faire des choses que tout le monde sait faire. D'accord. Donc je m'arrange pour faire ce que l'on ne pourra pas faire. Et même quand on voudrait le faire, on n'a pas les éléments pour le faire. Maintenant, on peut me prouver le contraire. Oui. Mais enfin, je ne demande que cela. Ce qui me permettrait de travailler davantage. D'accord. Mais pourtant, je n'ai jamais été quelqu'un... Oh là, je n'ai jamais été quelqu'un à, je sais pas, faire du cinéma. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle de photographie devant le public, en quelque Oui. sorte. Parce qu'on ne m'a jamais invité. Pour quelle raison? Parce que je suis très enfermé dans mon coin et je n'ai jamais cherché à être au-devant de la scène. Ça me fait plaisir aujourd'hui. Hein. Oui. C'est un peu tard parce que mon soleil commence à disparaître derrière Ah, mais l'horizon. mieux vaut tard que jamais. Ah, ben oui, quand même. Oui. Quand même. Mais comment dire? Et la photographie, ça m'a, dès mon jeune âge, ça m'avait interpellé. Et j'ai toujours travaillé. Bon, je t'ai donné un palmarès Oui, où j'ai tu vu. vois, j'ai fait des grandes écoles. Oui, oui, c'est ce que je vois. Tout le monde ne sait pas. Et je suis quand même très connu hein, dans le milieu photographique. Oui. Et mais c'est pas parce que j'ai fait la publicité, pas du tout. Mais les gens, de bouche à oreille, ils en parlent et puis ils ont fini par savoir qui je suis. Oui. J'ai été prof d'éducation physique, mais on me connaît beaucoup plus photographe que prof d'éducation physique. Et ma foi, c'est toujours agréable, hein. Mais enfin, jusqu'à présent, j'en fais. D'accord. Et tout le temps, je suis derrière mon ordinateur à chercher comment transformer telle photo, un peu comme lui avec ses images. Et c'est bizarre. On n'a pas eu contact Oui. et on se retrouve avec des choses qui tournent un peu dans le même sens. Tout à fait. C'est-à-dire que ça parle de l'invisible. Mais Parce oui. qu'en général, quand on entend photo, Oui. on pense voir quelque chose de Oui, oui, réel. Alors que là, le travail qu'il fait, Oui. c'est quelque chose qui est ouvert. Mais Tout à oui, fait, c'est tout à des fait. Oui. Oui, et puis je n'ai jamais aimé, c'est vrai. Hein. J'ai fait des expos, comme Oui, j'ai vu. il qu'il y a des- oui. mon truc là à la main. Oui. J'ai fait des expos, j'ai fait pas mal de choses. Je suis un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud en audiovisuel, de laquelle je suis sorti major
en Je fin vois. d'année scolaire. Ah oui. 86. Et Ouais. tu dis? En 86, c'est... Oui. Ouais. Ensuite, Oui. j'ai été 2 fois portraitiste de France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on est portraitiste de France? C'est quoi ça? C'est une exposition de photos, de portraits, Eh et on bien, désigne le meilleur portraitiste? C'est ça. Tous ceux qui faisaient partie du groupement participaient, je parle groupement français, participaient à un concours des meilleures photos. Et j'ai eu la chance, justement, d'être parmi les meilleurs. Je n'ai pas fait grand-chose pour, mais enfin, j'étais parmi les meilleurs. Et j'ai été 2 fois portraitiste de France. Et je suis presque sûr, je suis le seul Guadeloupéen à avoir eu ce titre-là. Mais Jacques, tu fais plus de portraits? Sur demande, oui. Attends, ça me permet de te montrer d'autres choses. Mais maintenant, le Guadeloupéen, il sait tout faire. Oui, Du moment qu'il a son portable, oui, eh bien, il se croit photographe. c'est ça. Donc, je ne cherche même pas à faire des photos. Parce que, imaginez qu'à l'époque, j'allais faire des photographies de mariage. J'étais le seul photographe, donc je faisais mon travail correctement. Aujourd'hui, on est entouré de la famille des gens qui se marient avec un téléphone Avec le portable. oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils vont vous dire, monsieur, c'est ma cousine, c'est mon tonton, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, du coup, je me suis un petit peu écarté de ça et je regarde faire les autres. Oui. Et ils pensent qu'il faut de belles photos. Bon, ouais, pourquoi pas. Moi, je veux bien. Hein. Maintenant, ça, c'est quand j'avais mon laboratoire, je faisais ce genre de photos-là. Attends, Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais. Bon, ça, c'est pas des photos que tout le monde... C'est un portrait quand même. C'est un portrait, oui. Nous Oui. sommes en portrait, là. Oui. Oui, oui. Et tu vois, oui. Nous Oui, sommes on en voit portrait. bien. Ouais. Ben, c'est pour l'Ormentas. Prends-le avec l'autre main. Tu dis? Voilà. Là? Ouais, comme ça. Ah, d'accord. Ça, c'est notre ami Polo Armentas. Ouais. Ah oui, Qui est mort Polo. depuis- Ah oui, Polo, ouais. Ouais. C'est mon bon ami. Et il venait chez moi faire de la photographie. Et puis... Ça a été fait en studio, ça. Ah oui, 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 oui. Ça, ce que je montre là, c'est... Je vois la lumière derrière. À l'assainissement, oui, c'est en studio. Ouais. Parce que je manipule bien l'éclairage, hein, puisque j'ai Ah, fait mais l'école de Ah, Saint-Cloud, bien oui. où j'ai appris à manipuler l'éclairage. Mais comme ici, tout le monde sait tout faire, moi, je me compare à personne. Mais la peinture et la photographie, de toute façon, C'est- c'est l'utilisation de la lumière. D'accord. Ah oui. Eh bien, ça, c'est ma propre fille. C'est ma Ouais. fille aînée. D'accord. Et donc, vous pensez bien que je me suis arrangé pour lui faire une belle image. C'est- Bon, ça, c'est un petit peu de reportage. Et malgré ça, sa valeur. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est Pointe-à-Pitre? Non, non. C'est où? C'est une photo qui a été faite en Haïti. En Haïti, d'accord. On sent comment dire, la misère. La misère, oui, misère. ouais, elle est visible. Hein. Et les enfants qui n'ont peut-être pas tellement souvent vu le photographe, Ouais, mais c'était un petit peu surpris de voir ce genre de Oui. choses. d'accord. Ok, parfait. Yeah. Ouais. Bon, ensuite il y a cette dernière là. D'accord. Ouais. Avec 2 allumettes. Avec 2 allumettes? Mais oui, Ah oui, ce sont des allumettes là. hein. Oui, oui, absolument. Bien sûr soutenu par un éclairage de studio. ça. Oui, bien sûr, on voit. Ouais. Ah, mais moi, je comprends pourquoi tu as été nommé portraitiste de France. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Comme dirait l'autre, je n'avais pas Ah volé. oui, hein. il y a du travail, là. hein. Très beau. Oui. Très beau travail, ça. Bon, et je n'avais pas volé. On sent qu'il Attends, on sent qu'il y a un regard. Il y a un Tu dis? regard. Il y a un regard. Il y a Ouais, un ouais. regard. Non, non, tu sais, j'ai un ami que je vais citer, il ne sera pas fâché. Il s'appelle Jean-Claude Ressi-Dedans. Oui. Il fait de la photographie. Mais lui, il manipule beaucoup par l'ordinateur. Ce que je ne sais pas tellement faire, parce que je sais un petit peu, mais pas beaucoup. Et chaque fois que nous allons faire de la photographie, il me dit, fais-moi une photo. Il aime que je le photographie. Ça me fait rire, ça me fait plaisir. Oui. Parce que lui aussi fait de la photographie.
Il aurait pu ne pas s'occuper de moi, mais il me demande de lui faire des photos. D'accord. Et ça me flatte. Et lui, il m'appelle tous les jours. Et c'est que vraiment, je lui remercie beaucoup. Ça prouve l'amitié qu'il a avec moi. Mais c'est tous les jours, il m'appelle. Et quand nous sommes, il me demande toujours qu'est-ce qu'on fait, où l'on va. Attends, j'ai ça me dit. Ah non, oui, c'est tout. Une dernière question, Jacques. Est-ce que le numérique a bouleversé la photographie? Ah oui, profondément. Mais dans le bon ou le mauvais sens? Bon, on ne peut pas dire non, je ne peux pas dire que c'est dans le mauvais sens. C'est toute chose nouvelle. Change des situations. On ne fait pas les photos comme on le faisait avant. Je viens de te dire qu'avec ta carte, avec ton téléphone portable, tu fais une photo, tu te crois un grand photographe. C'est ça. Et Oui. c'est une réalité. Oui. Bon, à cause de ce système-là, beaucoup de professionnels ont dû fermer leurs portes. Oui, c'est vrai. Parce que plus personne, à part des photos d'identité, plus personne ne va faire de la photographie d'art. Le studio. Il n'y en a plus. Le studio, oui. Un photographe d'art que j'ai fréquenté pendant longtemps aussi, c'est Catan André. Oui. Malheureusement, il est mort aussi, ça fait pas longtemps. C'était mon bon ami et qui m'expliquait, qui m'aidait en quelque sorte à améliorer ce que je réalise. Et comme moi-même, je suis comment dire, j'aime finir. J'aime faire des choses bien. Ou autrement, ben, c'est pas la peine de le faire. Hein. Alors, une dernière chose. Je vois que la dernière exposition, c'était en 1981. Il n'y aura plus d'autres expositions? Il y aura plus de... D'autres expositions? Bon, écoute, c'est pas l'envie qui me manque, parce que j'ai des sujets à exposer. Alors, Oui, mais il le faut. je t'ai vu au Mais, oui, mais il faut carnaval. l'argent. Oui. Moi, je ne sais pas aller tenir la main, non. Alors ça, non, je n'aime pas ça. Oui. Et si, après cette émission-là, Oui. une entité quelconque voudrait que je lui prépare une expo, Oui. moi, je ne demande pas mieux. Puisque la personne pourrait toujours choisir, parce que j'ai quand même des images intéressantes, Oui. pourrait venir chez moi choisir ce qui l'intéresse. Même qu'il garde les photos après, ça m'est égal. Puisque s'il l'a financé, Oui. ça m'est égal. Bon, enfin, mais... On va en parler à la Wawak quand je verrai M. Fientlus. Ben, remarquez, ça Je me lui ferait, poserai la question. ça me ferait plaisir. Je vais lui parce que poser j'ai la des question. photos en noir et blanc, Oui. qui sont des photos exclusives, puisque ça ne se fait plus. Le transport des cases, Oui, tout ça. ça ne se fait plus, ça. C'est pourquoi on dit que tu es une archive de la Guadeloupe. Tu dis? C'est pour ça que j'ai dit que tu es une archive de la Guadeloupe. Ah ben oui, si tu veux. Oui. Oui. Et ça m'a fait plaisir que tu m'aies invité aujourd'hui, parce qu'au moins là, les gens, je ne mourrai pas inconnu. Tu n'es pas inconnu, tu n'es pas inconnu. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci, monsieur Aquaba aussi. Merci. Rendez-vous donc demain soir. Demain soir, à partir de 18h. Jusqu'au 22 avril. Jusqu'au 22. Et Jacques Sillery, eh bien, peut-être bientôt une exposition. On espère, en tout cas. Ah ben écoute, si tu vois... Attends, je te donne ça. Oui. Tu vas voir, tu vas être surpris. Hein? Par contre, je sais surprendre. D'accord, ok. Bon, ben, de toute façon, on va en parler. Effectivement, il y a de très belles choses là-dessus aussi. Et tout le monde ne pourra pas voir, mais enfin, je montre juste quelques petites choses comme ça. C'est un album donc, de M. Sillery, voilà, avec une partie de son œuvre. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était au carnaval de Pointe-à-Pitre. En tout cas, merci d'être venu. Ouais, Et à très bientôt. Merci, monsieur Aquaba. Aussi à bientôt. Voilà, il est 13h29. Deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec une écrivaine, une autrice. C'est madame Isima Mirin. Et ensuite avec Martine Fazer pour la culture. C'est parti. Voilà, je vous l'ai dit, c'était un mercredi très culturel, puisqu'on a commencé avec madame Alidor, Mounette Alidor, qui a eu un prix international, le Dream Catchers Award à Washington. Et on va terminer avec deux culturels encore. Marisa Isima Mirin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, Martine. Alors, Marisa Isima Mirin, c'est quelqu'un que je connais de très longtemps. Et elle vient de sortir un dernier ouvrage, Lettres d'une future ancêtre, assez afro-descendante. Alors, j'ai bien eu d'une future ancêtre. Alors, explique-moi ça. Ça veut dire que je ne suis pas encore décédé, quoi. Oui, oui. En fait, c'est un ouvrage qui raconte ton parcours personnel, ta quête, vraiment. Voilà. Et en même temps, alors, j'ai appris des choses que je ne savais pas que tu étais vraiment une vraie afro-guadeloupéenne.
Ah ben écoute, c'est mon parcours qui me mène à cela, hein, Oui. puisque j'ai toujours essayé de tout faire pour les jeunes. Oui. Voilà, je suis vraiment ancrée dans le pays. Hein. Maintenant, je fais beaucoup d'allers-retours sur la métropole, Oui. donc je rencontre beaucoup les Antillais de métropole aussi. Mais en fait, il fallait vraiment que je parle de ce que j'avais découvert au plus profond de tous ces êtres, mes frères et sœurs antillais. Alors, avant de parler de cet ouvrage, on va faire un petit retour sur cet ouvrage que je découvre, puisque Maryse, elle est aussi thérapeute. Oui, voilà. Donc, on s'est connus. À l'époque, quand on s'est connus, donc j'étais enseignante au lycée de Bainbridge. Voilà. J'y suis restée près de 25 ans. Ouais. Et parce que j'étais enseignante, justement, et que je m'intéressais déjà à tout ce qui est bien-être, Oui. donc je me suis formée en relaxation et j'ai pu faire des expérimentations en lycée, en collège, en élémentaire. Et de là, j'ai pu publier des Alors, livres. j'aime bien celui-là, Guide anti-stress de l'enseignant. Alors, c'est quoi le guide anti-stress de l'enseignant? Ah ben, en fait, c'est un ouvrage donc, que j'ai sorti en 2006 Oui. et d'ailleurs qui est passé un peu inaperçu ici, mais pas en France ni en Belgique parce qu'il a reçu le prix de l'innovation à l'époque. On ne parlait pas beaucoup de relaxation à l'école. Oui. Et donc, de Bruxelles, il a eu ce prix de l'innovation à l'époque. Mais j'ai toujours quand même été en contact avec mes enseignants parce que moi, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup fait de relaxation à Bainbridge. J'avais une équipe formidable autour de moi, ça c'est clair. Et nous avons mené des expérimentations en coaching. À l'époque, on ne pouvait pas trop parler de coaching. Oui, c'était pas encore à la mode. Voilà, c'était pas à la mode. Donc, c'est vrai que j'ai eu quelques réflexions. Mais en attendant, on a vu qu'on avait des très bons résultats en coaching, en relaxation, enfin en gestion du stress avec les élèves en difficulté. Donc, comme je suivais les élèves en difficulté, il fallait que je forme aussi mes équipes en tant que professeur principal, par exemple. Alors, le deuxième que je découvre, Guide anti-stress du candidat. Alors, ça, c'est un des derniers. Du candidat aux élections ou du candidat... Non. Ceci dit, pourquoi pas, hein, parce Oui. qu'on se prépare aussi à l'oral, on se Oui, prépare à bien sûr. l'écrit. Oui. Ben, en tant qu'enseignante, puisque je préparais mes élèves au bac, et puis j'avais aussi des classes préparatoires, enfin un peu de tout, donc voilà. Et ce sont des ouvrages indispensables, ça, aussi bien pour l'enseignant que pour le candidat. Voilà, donc oui, bon, mais j'ai formé pas mal de personnes aussi à cela, puisque en fait, je continue à être formatrice au rectorat. Je continue à faire de la gestion du stress en communication, estime de soi, etc. Et comme je m'intéresse à l'estime de soi, c'est pour ça qu'après, bon, ben, Alors, il y a voilà. se détendre pour mieux apprendre. Alors voilà, donc là, ce sont des expérimentations que j'ai faites en élémentaire avec donc des enseignants du Gosier, les deux écoles en fait du Bourg. Et pendant 2 ans et demi, donc voilà, nous avons mené ces petites expérimentations. Donc moi, je me déplaçais dans les classes. On a vu ce qui marchait pas. Et donc, j'ai dû faire des fiches pédagogiques avec des objectifs pédagogiques, puisque c'est pour mieux apprendre qu'on se détend. Et donc, cela, c'est pour les enseignants, ceux qui veulent appliquer la relaxation à l'école. Alors justement, puisque tu as suivi une formation de psycho-relaxologue, Voilà, qu'est-ce que c'est exactement une psycho-relaxologue? Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect psychologique et l'aspect corps, l'aspect relaxation du corps. C'est-à-dire, j'apprends à détecter quels sont mes symptômes de stress. Oui. Et j'apprends à libérer mon corps de ce stress, mon corps et mon cerveau, évidemment. Donc j'ai fait plusieurs formations. J'ai aussi fait finalement un DU de psychopathologie de l'adolescent, de l'enfant et de l'adolescent. Bon, tout n'est pas toujours noté, mais j'ai toujours été dans cette quête d'aller un petit peu plus profondément, savoir un peu comment l'être humain fonctionne, et surtout les enfants et les adolescents que j'avais en face de moi. Alors ça veut dire que là, en ce moment, à la télévision, tu n'es pas stressé? Non, mais non, mais si tu enseignes le non-stress, c'est que tu viens totalement détendu. Oui, je suis censé ne pas être stressé. Bon, même si on peut toujours avoir un petit peu de trac. On peut quand même avoir un petit peu. Mais c'est normal, ça fait partie humain. du jeu. C'est Mais humain, oui, c'est voilà. Comme les gens parlent de bon stress maintenant, je dirais que c'est le bon stress. Mais le stress, il ne faut pas se laisser envahir par lui, c'est ça. Quand il commence à être envahissant, là, il faut commencer à se poser des questions et les bonnes questions.
Alors, on revient au dernier ouvrage que j'ai lu, parce que les autres, je ne les avais pas lus, je ne les connaissais pas. L'aide d'une future ancêtre assez à foule descendre. Alors, effectivement, en lisant ça, on a l'impression que c'est ton parcours que tu exposes. J'ai presque envie de dire que tu te dénudes pratiquement pour raconter un petit peu comment des voyages en Afrique, tes allées et venues. Alors, qu'est-ce qui t'a mis, parce que là, entre ça, bon, ça on comprend, psychopédagogue, psycholaxologue, etc. D'accord. Mais là, ah ben oui, parce qu'à la fin du livre, il y a Oui. une surprise. oui, j'ai vu, Il y a j'ai bien du aimé. développement j'ai bien aimé. personnel. Le développement personnel revient quand même à la fin. Voilà, Oui, voilà. l'estime de soi. Exactement. Alors, tu estimes que les Guadeloupéens n'ont pas suffisamment d'estime d'eux-mêmes? Alors, Parce que j'ai je beaucoup pense entendu que ça. Hein. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu parler d'estime de soi et j'en ai parlé avec pas mal de personnes. Et en fait, ce n'est pas que les gens ne sont pas conscients de cela. Ils ressentent bien qu'ils ont des freins intérieurs, mais ils ne savent pas très bien d'où ça vient. Ils ne savent pas comment les maîtriser. OK? Donc, ils sont conscients de cela. Mais surtout, ils ne savent pas quoi faire Oui. pour pouvoir souvent améliorer leur estime d'eux-mêmes. Oui. Voilà, et surtout que ça puisse impacter positivement leur comportement au quotidien. Alors, on ne va pas donner la recette là, comme ça, en 2 minutes, mais comment on change son regard sur soi-même? C'est avec un miroir? Eh bien, Bien avec pourquoi son pas cerveau. aussi? Ben, pourquoi pas? Ben, en fait, le livre que j'ai écrit, c'est aussi un petit peu le miroir de ce que l'on peut ressentir, Tout à que tout fait. Antillais peut avoir au fond de soi. Bon, il faut être franc avec soi-même. Savoir s'observer, que ce soit la relaxation, que ce soit le développement personnel, tout part de l'observation de soi. Oui. Si on n'est pas capable de s'observer et d'être franc avec soi-même, de voir ses qualités, ses défauts, et on ne va pas vouloir s'en départir. Donc de toute façon, il faut s'observer, faire un constat, et à partir de là, qu'est-ce que je décide pour moi-même? Voilà, et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce qui me gêne? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Et donc là, il y a une série de questions à la fin Oui, du tout livre à fait, qui j'ai peut vu, oui. voilà, diriger un petit peu le lecteur pour faire une Pratiquement. sorte d'introspection. Une introspection, c'est ce que j'ai Voilà. compris, pour pouvoir se reprendre en main. Alors, je passe sur les détails, mais j'ai quand même vu ces petites phrases qu'on connaît ici, complot annexe et complot à chien, et on dit, tandis qu'on pense au proverbe créole qui jusqu'à présent mine l'esprit de la communauté antillaise, complot annexe et complot à chien, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu beau chercher, hein, j'ai fait quand même des recherches, j'ai lu des bouquins, j'ai trouvé très peu de proverbes créoles qui nous entraînent à la positivité, à la motivation, etc. Donc ce sont effectivement des proverbes qui retracent une réalité, hein, Oui. on est d'accord. Mais Il ne faut pas les mettre trop en avant et en faire un axiome pratiquement. Eh ben, c'est-à-dire qu'après, le Kembe Red Paboli, Oui. ça peut tenir, ça peut nous aider pendant un certain temps. Oui. Mais il faut dépasser ça. Kembe quoi, Kembe pourquoi faire, Kembe, Voilà. bon voilà. Au bout d'un moment, il faut Voilà. aussi savoir lâcher prise de certaines choses. Oui. Voilà. Plus ou non, plus ou bouillon. Bon, ça c'est vrai que maintenant... Ça m'a fait penser à la chanson de Gérard Lavigny. Il avait fait Nègre ni mauvais manière. Je ne sais pas si tu as connu cette chanson. Non. Mais bon, après, ça, ce sont de très anciens proverbes. Hein. Oui, Mais oui. ce que je voudrais dire, justement, parce que j'ai quand même un petit chapitre qui parle de mémoire transgénérationnelle, Tout à fait. c'est que, en fait, Transgénétique, c'est cet état d'esprit qui nous a été transmis à travers les générations. Oui. Et on ne se rend pas compte qu'on reproduit malgré ça. On peut se dire, oh, ben, de toute façon, ça n'existe plus, etc. Mais ça perdure à travers nos comportements. Ce sont des comportements qu'on a en fait appris de nos parents, de nos grands-parents, une manière de faire, une manière de penser, et qui ne nous sert pas forcément, qui ne nous sert plus en tout cas. Peut-être qu'à un certain moment, nos ancêtres qui étaient réduits en esclavage avaient besoin de cet état d'esprit. Mais maintenant, je pense qu'il faut arriver à dépasser cela. Une dernière chose. Il y aura une conférence avec ce bouquin. Alors, il va y avoir plusieurs choses. Oui. Peut-être pas forcément une conférence, mais je vais avoir une dédicace déjà. Oui. Qui Quand? va être, c'est Alors. Samedi 1er avril à la Librairie Générale, entre 10h et 12h. Oui. Voilà. Et puis ensuite, le 2 avril, alors ça c'est plutôt par rapport à la gestion du stress pour l'examen. Il y a Zen en toute sauce
C'est sur Port-Blanc. Si vous allez sur mon Facebook, Maryse Izima Mirin, vous allez... voilà. C'est en face de l'école de Port-Blanc, donc c'est facile à trouver. Oui, Et donc, je vais faire, ouais. voilà, donc à 11h, je vais faire une séance gratuite. En général, je fais toujours un petit peu de bénévolat à ce niveau-là chaque année. Et puis, par contre, le 12, il y a une table ronde très intéressante qui aura lieu. Donc c'est à Gosier, un peu vers la Brousse, mais de toute façon, vous aurez aussi les indications. Et là, c'est une dame qui s'appelle Nelly Bordelais, qui propose une table ronde sur, on va dire, le thème très intéressant de la décolonisation des esprits. Important, oui. Mais voilà, mais j'en parle un peu justement. Nathalie sera là, oui, Sybelle Crisor, voilà, Mathieu Gama, Maryse Mirin et Jessica Boudier, d'accord. Réflexion sur la décolonisation de la pensée, de la perception du soi, et c'est mercredi 12 avril. Voilà, vous allez sur le site de Nelly Bordelais, nellybordelais.com, oui. Et vous saurez tout, ou alors vous venez vers moi, voilà. On y reviendra, je suis sûr. En tout cas, merci d'être venue, Maryse. Content de te revoir après tant d'années et après tant de travail. Eh bien, écoute... Alors, j'ai envie de te dire quand même qu'elle ne pas molli. Pas laguer, oui. Pas laguer. Non, voilà, c'est ça. Pas laguer, mais nous payons molli Tibouin quand même. Hein. Nous jamais bien pour nous payer molli Tibouin. Hein. Voilà, mais c'est justement ça. C'est ça la relaxation. Tout de suite, on passe à la culture selon Martine. Générique, c'est parti. Comment ça va? Ça va. Ça va. Nous, on jeûne tous les déjeuners. L'unijaune, c'est pas l'univers. C'est l'unijaune qui a choisi. C'est univers quelque chose, mais c'est univers le jaune. Oui. Et j'ai pas dit le jeûne. Oui, non, même pas. Ni privation alimentaire. Je suis en jeûne, moi. Oui, tu es en jeûne, mais tu es un jeune. Oui. Mais tu n'es pas en jeûne. Non, je suis en jeûne, tu ne te prives pas. Oui. Jusqu'au 12 avril, jusqu'au 20 avril. Bon. Donc, bien bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux fan clubs, et puis donc à tous ceux qui suivent le ZCL et le CSM. Aujourd'hui, je vais... Ce n'est pas accoutumé, mais déjà la dernière fois, je vous avais parlé de sport et je vais un petit peu continuer, même si c'est de la culture. Mais il me semble qu'il y a une dimension culturelle dans le sport aujourd'hui, et ça grâce à deux choses. Grâce au fait que les Jeux Olympiques arrivent à grands pas, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui. On en parle de plus en plus, donc je me suis même inscrite sur une plateforme. J'ai vendu 3 millions de tickets. Oui, et je me suis inscrite également sur cette plateforme pour acheter mes tickets en avance et recevoir toutes les informations par la newsletter, ce qui me permet d'être au fait un petit peu de l'actualité, de l'avancée de ces Jeux Olympiques 2024 dont on a tant parlé et dont on parlera encore tant. Alors, ça, c'est la première raison pour laquelle je parle de sport, Jeux Olympiques. Mais la deuxième, alors je rappelle que ça se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024, donc préparez-vous. Quelques amis qui habitent Paris m'ont dit que les appartements en location à cette période ont déjà flambé en termes de prix, il n'y a pas brûlé, mais les tarifs, eux, sont brûlants. Et donc, pour les Jeux Olympiques prochains, eh bien, au-delà de cela, il y a aussi une dimension culturelle, puisque tout récemment, depuis le 13 mars dernier, le ministère de la Culture et la DRAC en Guadeloupe plus particulièrement ont lancé l'appel à projet l'Olympiade culturelle. Qu'est-ce que c'est? L'Olympiade culturelle pour la Guadeloupe et les îles du Nord, eh bien, c'est mêler justement l'olympique, enfin le sport à la culture. Faire en sorte qu'au travers de ces Jeux Olympiques et Olympiades de Paris 2024, ce soit une occasion pour renforcer tout ce qui est à renouveler dans le dialogue entre le monde de la culture et celui du sport et partager des valeurs communes. Aussi, à l'approche de ces Jeux Olympiques, le ministère de la Culture travaille en étroite collaboration avec l'organisation des JO et Paralympiques pour pouvoir mettre en place ce projet. Alors, il va se décliner de manière très simple. L'Olympiade culturelle de Paris 2024
programmation à la fois artistique et culturelle pluridisciplinaire va se déployer pour permettre à tous de participer à travers aussi des animations et des acteurs culturels et sportifs. Alors l'objectif, c'est de décloisonner à la fois le monde du sport et de la culture en engageant ces deux acteurs que sont le monde artistique et culturel à inviter l'un et l'autre les acteurs en face. C'est-à-dire, si moi je suis un espace culturel, eh bien à moi d'inventer un projet où le sport va se mêler à ce projet culturel pour faire lien. Et vice-versa, si je suis un espace sportif, je peux inviter un espace culturel à se joindre à moi pour un projet commun. Ça va nous donner donc des idées comme celle-ci, des formes sportives qui invitent des formes artistiques. Exemple, marathon des mots, au travers de la lecture, relais de la bande dessinée, ça te parlera, Dany, le 100 mètres au ralenti, le pentathlon des arts, etc. Donc notre imagination nous permettra de mettre en avant un certain nombre de duos de ce genre. Date limite des dossiers, attention, c'est le 3 avril. Donc si vous avez un projet qui concerne le sport ou qui concerne la culture et que vous avez des idées plein la tête et de la créativité, n'hésitez pas à répondre à cet appel à projet. Il reste que quelques jours, mais en général, si on est bon dans ce qu'on fait, en un jour ou deux, on a construit son dossier. Donc, à poster sur le site du ministère de la Culture, plus précisément pour la Guadeloupe, au niveau de la DAC. Et puis, un autre sujet, cette fois-ci, qui est toujours dans la culture, en revanche, qui est dans la culture, encore une autre mission, c'est celle du patrimoine qui a dévoilé 18 sites emblématiques des régions. Alors, ça concerne bien sûr nos régions, mais ça concerne aussi la France. L'idée, là, donc ça a été dévoilé le 16 mars dernier par la mission de la sauvegarde du patrimoine en péril. Et ils ont fait la part belle à la diversité, à l'attractivité. L'idée étant de restaurer le patrimoine. Et ce n'est pas uniquement rénover de vieilles pierres, mais c'est aussi restaurer un imaginaire, une histoire, les rêves qui les ont construits. C'est ce qu'en dit Rima Abdul Malak, le nouveau ministre de la Culture. Donc, un excellent catalyseur de mobilisation citoyenne, qui est celle d'offrir une nouvelle vie à un lieu, de l'ouvrir aux habitants et d'y accueillir des projets qui créent du sens et du lien. Alors bien sûr, il y a beaucoup de sites qui sont sur le territoire français hexagonal. Je peux parler de la Bretagne avec un château qui s'appelle le château Monthuran des Ifs. Je peux parler également des Hauts-de-France, une cathédrale, la Chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais. Je peux parler aussi de la Normandie, avec la synagogue d'Elbeuf, ou l'abbaye encore de Saint-Jean, qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Plus près de nous, et ça nous concerne directement, bientôt on y arrive, la Martinique, c'est un hôtel de ville à Saint-Esprit qui fait partie de cette sélection. En Guyane, c'est aussi une église, Saint-Antoine de Padoue, à Saules, à La Réunion, une ancienne chapelle, celle de Jeanne d'Arc, à Saint-André. Et, me direz-vous, la Guadeloupe? Eh bien, la Guadeloupe, moi j'étais très étonnée parce que j'ai, à travers ce travail, découvert un lieu que je méconnaissais qui s'appelle l'ancienne sucrerie de l'habitation Belleville à Trois-Rivières. Voilà, très beau site, ancienne plantation coloniale, donc de Trois-Rivières, qui a été fondée au XVIIe siècle et qui est devenue une exploitation sucrière. Elle devient une romerie au XXe siècle, avant de cesser toute production aux alentours de 1950. Elle appartenait à une famille, la famille, c'était une famille charentaise, les Potrizelles, mais également est passée par une autre famille, les Belleville. C'est pour ça qu'elle porte ce double nom, en passant par cette branche de Juston de Belleville, dont elle tient ce nom, et ce jusqu'en 1824. Donc voilà, 1848, l'esclavage est aboli pour la seconde fois, et donc tout doucement, l'exploitation se tourne vers la romerie, et puis elle s'arrête dans les années 50. Toute activité est cessée, et les bâtiments principaux, les ruines de la sucrerie, tout ce système hydraulique est resté un petit peu en l'état, et c'est cette bâtisse qui va être totalement remise à neuf. Les travaux ont commencé en automne 2022 et vont se poursuivre jusqu'à la fin 2024 afin de nous restaurer ce site et de lui rendre toute sa beauté première. Voilà pour la partie patrimoine. Oui. S'il y a un petit peu de temps, allez hop, je vous offre un agenda sur les quelques minutes. Vas-y pour l'agenda. Oui, il me reste quelques minutes pour vous offrir un agenda. On a parlé de la Warak, eh bien on continue avec bien sûr Monsieur Akwaba Matignon dont on vient de rencontrer, mais je rappelle simplement dans ces cas-là qu'il nous donne rendez-vous samedi 1er avril
il nous donne rendez-vous jeudi 30 mars Demain, à partir demain de 18h, soir, c'est demain, pour son inauguration, vernissage, donc à la Warac. Et le samedi 1er avril, deuxième rendez-vous 18h30, on va assister à cette fois-ci un café littéraire qui est celui de Big Rock, King of the Rock, avec Robert Romney, qui nous invite. C'est l'association des professeurs d'anglais de Guadeloupe qui sont à l'origine. Et donc, voilà, 2 rendez-vous à la Warac, on le sait, un autre espace culturel en Guadeloupe. Allez, on continue avec une chère amie qui, j'espère, écoute aujourd'hui et ne me fera pas le reproche de ne jamais parler de ce qu'elle propose. Il s'agit de cette chère et incontournable aujourd'hui maire de la Biguine en Guadeloupe. Je veux parler de... Tu la connais? Winnie Kaona. Winnie Kaona, J'ai gagné. bien sûr. Anthologie de la Biguine au Memorial Act, c'est avec Winnie Kaona. Et... c'est ce vendredi 31 mars 2023, à partir de 20h. Vous la retrouverez pour la 5e édition des Trophées de la Biguine Mundo Rivel. Donc Winnie, des lauréats, et qui vont nous offrir cette chronologie des créateurs, compositeurs et ambassadeurs de la Biguine. Alors, il y a un tarif, donc il suffit de vous connecter sur le site de Memorial Act. Vous aurez toutes les informations concernant tarif, mais vous pouvez bien sûr acheter votre billet sur place. Donc, petit salut à Winnie. On est dans de la littérature maintenant, mais je ne resterai pas longtemps dessus parce que l'instigateur de tout ça, la BD, c'est ce monsieur qui est en face de moi, qui en est le président. Lancement officiel de cette 12e édition, concours autour du concours Caribule et de création manga. Ça aura lieu a eu lieu le mardi 21 mars dernier, à partir de 14h. C'était le lancement, mais bien sûr, le concours continue. Et la thématique de cette année, c'est la Guadeloupe avec ou sans eau. Alors, pas comprendre que c'est eau à chien, on va préciser, parce que c'est sans eau, de l'eau qui coule des robinets, bien sûr. Parce qu'on a vite fait de faire avec la BD des jeux de mots, d'autant plus que l'un des instigateurs également, souvent invité, est Chugamos. Et Chugamos, c'est pour ça que je fais le lien, créateur de BD, a été celui qui a créé le chien. Et un fameux chien, dont il a fait la BD. Le nom du chien est en train de me sortir de la tête, mais il faisait donc des petites chroniques à France-Antilles et dans différents lieux. Et mots phrasés. Et donc, Chouga étant le créateur de ce fameux chien, donc c'est pour ça que j'ai fait le jeu de mots. Ce n'est pas un os, cette fois-ci, c'est l'eau qui coule dans les robinets. Donc, les participants au concours devront soumettre des planches en utilisant les médiums de leur choix, vous le savez, crayon, acrylique, pastel, sauf le numérique, bien sûr. Et donc, elles seront évaluées par un jury professionnel des arts plastiques et du dessin. 3 catégories au concours. Première bulle, participants de 6 à 10 ans. Deuxième niveau, c'est les jeunes talents qui sont des participants de 11 à 18 ans. Et pour le grand public, des participants de plus de 18 ans. On reviendra certainement sur ce projet qui est en cours. Et les auteurs doivent s'adresser exclusivement par voie postale avant le 30 juin. Dernier délai, cachet de la poste faisant foi. C'est pas par Internet que ça s'envoie. À Danick Zandronis, président, avec un numéro de téléphone pour vous renseigner. Contact presse d'Anaïka 06 90 48 99 96. Voilà, il me reste peu de temps. Je ne parlerai pas du festival Nouveau Regard. Ah bon, mais c'est ce soir l'ouverture. C'est ce soir l'ouverture, mais je reviendrai sur la programmation du 29 mars au 2 avril prochain, Festival Nouveau Regard. On en reparlera. Et puis, j'avais juste envie de tirer quand même un petit coucou pour le Moule en poésie. C'est une très belle manifestation qui se fait au Moule du 27 mars au 2 avril. Et avec, je trouve, un joli projet qui a été celui, je les ai rencontrés hier, où toute l'équipe distribue dans tous les commerces du Moule des poèmes sur papier pour qu'ils puissent, comment dirais-je, afficher dans leur commerce et faire en fait que le public, quel qu'il soit, puisse profiter de ce moule en poésie où tous les lieux donc reçoivent des poèmes et ensuite une ouverture le 31 mars et de grands moments de poésie et de partage tout au long de la ville du Moule. Un petit coucou à Jacques Darbeau, Live Tour. C'est en ce moment, le moule en poésie, c'est jusqu'au 2 avril et Jacques Darbeau, c'est le 8 avril. J'aurai le temps de vous en parler, j'espère, la prochaine fois. Il nous sort encore une grande soirée de concert comme il sait si bien le faire. Tu dis voilà. Oui, encore sur Terre de Blues, on aura le temps. Bon, j'aurai le temps, il y a Terre de Blues, mais j'aurai le temps. Les passes sont déjà en vente sur Almol. Passe 3 jours. Attention, prenez-vous dès maintenant, 26-29 mai, les places vont être rares, aussi bien sur le festival qu'au niveau de l'hébergement et de la location de voitures. Alors, Bef Deyek, à Bois-d'Ossal. Alors,
en nous porter mon œuvre. Alors, je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu aujourd'hui Moneta Lidor Jotam. Je l'ai dit elle a été glorifiée, comme on dit, au Dream Catchers Awards, une manifestation qui se fait à Washington, qui s'est fait à Washington samedi dernier, pour ses ouvrages. Et son premier livre, l'un de ses ouvrages, va être, ça s'appelle Le poids de l'héritage, a été traduit en anglais. Il sera disponible bientôt. J'ai reçu ensuite Jacques Sibiri, c'est un photographe guadeloupéen, point 3, qui a fait beaucoup de photos, qui est venu ici nous montrer un petit peu ce qu'il faisait. On a reçu aussi Jocelyn Akwaba Matignon, qui est un artiste peintre, qui expose à partir de demain soir à la Wawak. Marisa encore là, son dernier ouvrage à lire, L'aide d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Vraiment intéressant à lire. Et donc la signature c'est Samedi qui vient, le 1er avril, de 10h à 12h, à la Librairie Générale. Voilà. Et bien évidemment, Martine Fazer, la culture sur nos Martine, elle a donné un certain nombre de rendez-vous et on va retrouver Martine la semaine prochaine. On devait parler de Fiona, mais on n'a vraiment pas eu le temps. La séance de ciné pour les scolaires dans le cadre du festival Nouveau Regard qui s'ouvre cet après-midi. On vous remercie. C'est Jordan qui était à la réalisation avec Njoana comme assistante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition du ZCL. Merci d'être avec nous. Et je vous l'ai dit, bientôt on fera une émission spéciale où les téléspectateurs pourront dire un petit peu ce qu'ils pensent de cette émission. Voilà. Ciao, bye bye, à demain.